sur cet ordinateur. Et voilà. Alors, pour rappeler rapidement, ces conférences qu'on anime mensuellement, on les anime sous le nom de TCAP Action. Alors, TCAP, c'est une association de principe, avant tout pour le plaisir de partager avec vous. L'idée de cette association, c'est d'apporter du care, de l'attention, du soin aux patients qui souffrent de troubles de conduite alimentaire, la compétence aussi pour ceux qui souhaitent se former, pour accompagner, aussi pour les parents, pour les accompagnants. Souvent, on a cette question de comment je peux faire pour aider ma fille ou pour aider mon conjoint, ma conjointe. De la confiance aussi, parce qu'on a besoin de se sentir capable de faire pour pouvoir effectivement évoluer et avancer vers la guérison. Tout ça dans l'idée de… Ah, super, je sais pas. Alors, pardon, je vais trop vite. Voilà, tout ça dans l'idée de nous et de vous apporter des ressources de manière à croire que tu es capable de guérir du TCA. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'y reviens parce que j'ai été encore choquée la semaine dernière, pour tout vous dire, parce que sur Lyon, il y a eu une association de patients souffrant de TCA qui a organisé une conférence débat. Je trouvais ça super intéressant. Du coup, j'en ai parlé à des patients qui y sont allés. Et au cours du débat, donc, il y avait une projection d'un documentaire Women's de Yann Arthur Bertrand, qui est vraiment un très, très chouette documentaire sur la femme, la place de la femme dans différents pays du monde. Et à la fin, il y avait un échange. Et il y a, je dirais, j'ai un mot qui vient malheureusement, ouais, je crois que c'est ça, une patiente de l'association qui a dit « mais on ne guérit pas TCA ». Et ça, quand j'ai une patiente qui m'a fait ce témoignage, j'en avais la chair de poule parce que non, on guérit des TCA et on pense que quand effectivement… on est bien accompagné, quand on a des gens qui se forment pour être compétents, quand on a des gens qui savent être en confiance, se mettre en confiance, nous mettre en confiance, nous apporter du care, et ben, on pense, on guérit vraiment des TCA et les chiffres le montrent puisqu'on a, je crois que les chiffres, c'est aux alentours de 70% des patients qui guérissent des TCA. Et ça, je crois que c'est vraiment très important de garder en tête et de pouvoir apporter cette croyance-là, et c'est plus qu'une croyance, c'est vraiment cet espoir-là. Voilà. Pourquoi ces conférences? Alors, ce soir, donc, le thème de la conférence, c'est Carême, Ramadan, Tanit, et puis les autres, le jeûne dans les troubles des conduites alimentaires. J'ai résumé en t'es capable de guérir du TCA en jeûnant, point d'interrogation. Voilà, donc, je ne représente pas, je l'ai fait tout à l'heure. Du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de refaire un peu d'histoire autour du jeûne dans les religions. Si on reprend plus ancien, dont on a, on dirait, un peu d'informations, c'est au niveau de l'Antiquité grecque. On sait que le jeûne était pratiqué, c'était le jeûne ascétique, avec cette idée de rejet du corps. Le corps était impur et opposé à la pureté sacrée de l'esprit. L'idée, c'était de jeûner pour essayer de purifier son corps. Au-delà de ça, dans l'Antiquité grecque, on sait aussi que les Romains, ils faisaient déjà attention à leurs lignes et qu'il y avait des recommandations qui étaient assez atypiques. Et il y avait déjà une rivalité entre les Grecs et les Romains sur les recommandations qui pouvaient être données sur les régimes. Donc pour les Grecs, quand on voulait faire un régime, quand on voulait avoir un joli corps, il fallait dormir sur un lit dur, rester nu le plus possible, manger gras une seule fois par jour, éviter de prendre un bain, avoir une activité physique avant le repas. Alors que pour les Romains, il fallait éviter de dormir, il fallait voyager, aller au soleil, prendre des bains chauds, manger des légumes et du poisson, prendre des laxatifs ou des vomitifs, tant qu'à faire, éviter le gras, avoir des activités non physiques, de la poésie, du chant. Voilà. Donc on voit que déjà à cette époque-là, chacun avait son idée sur les régimes et sur les modes alimentaires. Un peu plus tard, donc, le peuple hébreu, à plusieurs reprises, dans les textes du peuple hébreu, le peuple juif, il jeûne pour mettre fin à une calamité, pour expier ses fautes et solliciter le pardon de Yahvé, donc le pardon de son Dieu. Et Moïse, il a jeûné 40 jours avant de recevoir les 10 commandements.
Donc aujourd'hui, dans la confession juive, il existe globalement 7 jours de jeûne qui sont appelés ta'anit, qui veut dire mortification, bonjour le terme, qui sont liés à l'histoire du peuple juif et qui sont plus ou moins suivis par les fidèles. Le jour principal du jeûne, c'est le Yom Kippour. Et à cette période-là, donc ce jour-là, les fidèles, ils doivent se priver de boire, de manger, de travailler, de prendre un bain et d'avoir des rapports sexuels du crépuscule du soir précédent jusqu'au crépuscule du soir suivant. Il y a aussi d'autres gestes qui sont interdits, comme utiliser de la pommade ou porter des chaussures en cuir. Globalement, c'est ce temps particulièrement de jeûne et au moment du Yom Kippour, l'idée, c'est vraiment un temps de repentance, de demander pardon à Dieu, de réconciliation avec Dieu, et pour ressortir, avec cette idée de ressortir du jeûne entièrement pur pour la nouvelle année. Chez les premiers chrétiens, Jésus-Christ, dans la Bible, on nous dit qu'il jeûne pendant 40 jours dans le désert. C'est un épisode de l'Évangile qui est connu sous le nom de la tentation du Christ, parce que pendant ce temps où Jésus est donc retiré dans le désert et où il jeûne, il est tenté plusieurs fois par le diable qui vient le tenter de manger ou de devenir le roi, etc. Donc les premiers chrétiens, ils respectaient une diète, ils se mettaient à la diète les mercredis et les vendredis, ainsi qu'une semaine avant Pâques, et c'est à partir du IVe siècle que cette période de jeûne a été étendue à 40 jours avant Pâques, en référence donc à ce jeûne du Christ. C'est la période qui s'appelle le carême. C'est un temps donc de prière, de partage et d'abstinence auquel les fidèles sont censés se livrer sans ostentation, c'est-à-dire vraiment dans le secret. Il y a une idée vraiment de je fais ça dans le secret. Et même s'il y a une aumône, si on donne de l'argent ou si on fait des prières particulières, c'est plutôt dans le secret. On ne va pas se vanter de faire ça. Chez les premiers chrétiens, au niveau de la pratique du jeûne, il y a Saint Jérôme, c'est dans les années 350 à peu près, il disait « Les jeûnes avaient pâli mon visage, mais les désirs enflammaient mon esprit dans mon corps glacé, et devant le pauvre homme que j'étais, chair à moitié morte, seuls bouillonnaient les incendies des voluptés. » Et puis Saint Jérôme, il revient auprès du pape à l'époque, il s'entoure d'un cercle de femmes issues de la noblesse qui prônent l'ascétisme, et il a ce discours « Faites de vos compagnes, faites que vos compagnes soient des femmes pâles et maigres, jeûnant tous les jours et déclarant avec sincérité « Je désire la mort et être aux côtés du Christ ». Ça, c'est une lettre qu'il écrit à sa disciple. Et Blésila, c'est la jeune sœur de cette disciple, elle jeûne jusqu'à la mort à l'âge de 20 ans et elle est considérée comme le premier cas d'anorexie mortelle connu. Tout ça, ça remonte à loin. Chez les premiers chrétiens, je vais vous en citer quelques-uns, Sainte Livrade, qui est fille d'un roi de la péninsule ibérique, et elle s'impose un jeûne pour éviter le mariage imposé par son père. Et dans les écrits, on trouve que le jeûne la prive de sa beauté et qu'il y a des cheveux qui lui poussent partout sur le corps. Elle devient la sainte patronne de celles qui veulent être soulagées des problèmes liés à la procréation. Et il illustre vraiment que la privation de nourriture qui vient annuler la féminité. Et ensuite, dans les siècles qui suivent, à partir du XIIIe siècle, jusqu'à la Renaissance, il y a l'apparition de ce qu'on a appelé les saintes anorexiques, Catherine de Sienne, Catherine de Gênes, Colomba de Rieti, qui martyrisent leur corps, qui se privent de nourriture, rejetant le mariage et cherchant refuge dans la religion et d'être au plus près de ce corps pur pour être au plus proche de leur vie. Alors, aujourd'hui, la pratique s'est vraiment allégée. Heureusement, je dirais, l'Église catholique, elle dicte aujourd'hui un jeûne, donc plutôt le mercredi décembre, c'est le premier jour du carême, donc 40 jours avant Pâques, et le vendredi saint, c'est le jour de la crucifixion du Christ. Et par extension, tous les vendredis, les fidèles mangent plutôt maigre, et ce qui est plutôt prôné, c'est une alimentation sans viande, donc souvent, c'est pour ça qu'il y a c'est un choix autour du poisson, et ce qu'on peut retrouver notamment dans les cantines scolaires, le poisson du vendredi. Voilà, c'est un peu resté dans les traditions. Et durant ce temps de carême, donc les chrétiens, ils sont invités à se donner des moyens concrets dans la prière, dans la pénitence et dans l'aumône aussi, pour discerner vraiment les priorités de leur vie. Ce temps de carême, c'est un temps qui incite à se mettre un peu à l'écart, à faire silence et à être plus réceptif à la parole de Dieu.
Voilà pour les chrétiens. Dans la religion musulmane, donc le jeûne du Ramadan constitue le 4e pilier de l'islam. Il a été institué vers le 6e siècle à peu près, a priori en mémoire à la révélation du Coran au prophète Mahomet par l'ange Gabriel. Il est vraiment obligatoire dans la religion musulmane. Il correspond pour les chrétiens donc à une période vraiment de ce côté de rupture, de dépouillement dans l'idée du partage. Donc, les personnes donc, sont invitées à s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et seuls les malades, les femmes enceintes ou les voyageurs peuvent s'y soustraire, mais ils doivent compenser par des journées d'abstinence au cours de l'année ou par des aumônes. Ce ramadan, il est l'occasion pour eux de se purifier intérieurement. On retrouve vraiment cette idée de se purifier, de réfléchir à la grandeur du Tout-Puissant et puis à sa loi. Il y a une personne qui fait des recherches sur l'islam et qui dit que ça permet de marquer par la fin corporelle sa fin de Dieu, la conscience de la fin des pauvres également. On retrouve aussi la pratique du jeûne en Orient. En Orient, le jeûne religieux est prolongé souvent jusqu'à la mort. On trouve des choses comme ça. Notamment, on peut citer Mahavira, qui est le fondateur du janaïsme, qui est une religion qui pratiquait le jeûne pendant de longues périodes et probablement qui mourut d'un jeûne prolongé. Et puis, Bouddha s'est privé de nourriture et dans les écrits, c'est écrit jusqu'à pouvoir toucher son épine dorsale à travers son ventre. Donc, ça devait être très, très poussé. Dans l'hindouisme, il y a un texte fondamental de la tradition hindoue qui indique qu'il ne faut nullement renoncer aux actes de sacrifice, d'offrande et d'ascèse. Il faut les accomplir car ils purifient le sage. Donc, on retrouve vraiment cette idée de se purifier. Gandhi, du coup, a utilisé ce jeûne en signe de protestation visible, comme signe aussi de protestation non violente. Alors, quels autres jeûnes il existe? Alors, il y a ce qu'on appelle les jeûnes thérapeutiques. Il y a beaucoup de jeûnes qui sont... le jeûne est souvent décrit comme très bon pour améliorer les facteurs de risque cardiovasculaire, pour la perte de poids, pour le cancer aussi. Alors, j'ai fait un peu de biblio pour préparer cette conférence. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a eu pas mal d'études chez les animaux, mais que les études sont globalement peu nombreuses chez l'homme. Les échantillons sont souvent très, très faibles, sur une centaine, maximum 200 personnes, et les durées d'observation sont très courtes. C'est souvent des durées sur quelques semaines, voire sur 6 mois, 1 an, pas plus. Donc, quid des effets à long terme, on ne sait pas. Et globalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a trop peu de preuves scientifiques pour recommander le jeûne à visée, que ce soit préventive ou thérapeutique, dans le cadre des pathologies chroniques, cardiovasculaires, dans le cadre du diabète ou dans le cadre de l'obésité. Et au niveau du cancer, il y a certaines études qui semblent indiquer que le jeûne améliore je ne trouve pas le mot, excusez-moi, mais en tout cas, au niveau de la chimiothérapie, en tout cas, les personnes le vivent mieux. Il y a un bien-être physique et psychique. Et par contre, il reste à démontrer que le jeûne n'a pas d'effet néfaste sur la masse maigre, perte de masse maigre, et si ça peut réellement potentialiser les effets de la chimiothérapie. On retrouve également le jeûne intermittent. J'ai fait une petite recherche sur Internet, sur Google, Google mon ami, 647 000 résultats quand on tape jeûne intermittent, et que j'ai tapé jeûne intermittent et maigrir, et là j'ai 116 000 résultats. Donc c'est vraiment la nouvelle méthode miracle. Alors le jeûne intermittent, il y a tous les types. Il y a le 18-6, donc je jeûne 18 heures et je mange pendant 6 heures. Le 12-12, je jeûne pendant 12 heures, je peux manger pendant 12 heures. Le 5-2, là c'est un nombre de jours. Sur 5 jours, je jeûne 2 jours, ou l'inverse. Le 1-2, je jeûne un jour sur 2. Pardon. On a tout dans ces jeûnes intermittents.
Globalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Jeûne et régime, globalement, même topo. Alors, juste pour, en retrouvant, vous disiez tout à l'heure, les oppositions entre les préceptes des Grecs et des Romains par rapport au régime, hein, on trouve des régimes dans tous les siècles, on a trouvé des régimes les plus ahurissants les uns que les autres. Dans le peuple haïtien au 9e, au 11e siècle, pardon, il fallait manger des aliments peu nourrissants pour tromper la faim, prendre des bains, consommer des purgatifs et éviter de tomber dans le péché de la gourmandise. C'est ce qui était préconisé. Et chez nos amis anglais au XVIIIe siècle, il fallait prendre des laxatifs, manger du savon, parce que le savon, ça dissolvait les graisses, bien sûr, un peu comme l'ananas aujourd'hui, hein, si je peux dire. Il y a un remue qui arrive, hop, je l'accepte. Consommer du champagne, prendre des bains chauds, éviter les pays pluvieux. Un peu surprenant pour les Anglais quand même, parce que bonjour la pluie en Angleterre, et éviter et promouvoir l'usage du sexe dans les promotions. Coucou Romu, on est en pleine présentation, je te laisserai présenter tout à l'heure. Globalement, tous ces jeûnes et tous ces régimes, on est sur le même topo. C'est-à-dire que les jeûnes et les régimes pour maigrir, dans l'idée, ils sont tous plus inventifs, prouvés, meilleurs que les précédents. Leur point commun, c'est dans tous les cas la restriction. Soit une restriction plutôt quantitative, manger moins, soit une restriction plutôt qualitative, manger mieux, parfois les deux. Dans tous les cas, ça amène une restriction cognitive et on va demander à notre cerveau de contrôler avec son mental. Ça, on va voir que ça ne peut pas fonctionner. Alors, pour vous montrer que ça ne peut pas fonctionner, petite explication sur la physiologie du jeûne. Donc, comment le corps, quand on va jeûner, 1, 2, 3, 4 jours, qu'est-ce qui va se passer? Comment le corps va s'adapter? Alors, il y a plusieurs phases. La première phase, entre 3 et 4 heures après un repas, si on jeûne, ce qui est quand même courant, de ne pas manger entre 4 heures après le repas précédent, l'organisme il a besoin, son carburant de base, c'est le glucose. Donc, il va fabriquer le glucose à partir du glycogène qui est stocké dans le foie. Donc, il va fabriquer le glucose et le distribuer du coup dans l'organisme, au niveau des muscles, au niveau du cerveau. Je pense que vous voyez ma souris. Oui, vous voyez ma souris quand je mange. Oui, merci. Et puis dans les différents organes, comme le rein par exemple. Après 3 à 8 heures, comme le réservoir de glycogène, il n'y a bientôt plus de glycogène dans le foie, l'organisme il va prendre le relais avec le tissu adipeux et il va utiliser les acides gras comme source en fait, d'énergie, notamment pour les muscles. La deuxième phase, c'est après 8 à 16 heures de jeûne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'organisme il va commencer à fabriquer du glucose à partir des muscles. Donc, il va utiliser les acides aminés, il va utiliser également le glycérol du tissu adipeux pour fabriquer du glucose et alimenter notre cerveau, parce que notre cerveau il a absolument besoin de glucose, nos muscles et tous nos organes. Et puis, la troisième phase, après 3-4 jours de jeûne, pas pour les jeûnes qui vont durer plus longtemps, le corps il va commencer à fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques à partir du tissu adipeux. Ces corps cétoniques, c'est vraiment l'organisme quand il commence à être vraiment en danger pour épargner sa masse musculaire et il va commencer à fabriquer des corps cétoniques qui peuvent être utilisés comme source d'énergie pour le cerveau. Autant dire que c'est un carburant quand même qui n'est pas aussi performant que le glucose. C'est un mode un peu dégradé, c'est un peu le mode survie. Ça marche pour le cerveau et pour les organes, sauf pour les hématies. Donc, les hématies, c'est les globules rouges qui, elles, ne peuvent pas utiliser les corps cétoniques. Donc, les hématies, elles vont continuer à utiliser du glucose pour fonctionner, absolument. Et il y a d'autres tissus qui vont pouvoir très peu utiliser ces corps cétoniques. Ce sont les globules blancs. Ce sont les tissus en phase de croissance et la maturation du cerveau. Donc, on a certains tissus comme ça qui ne sont pas en capacité d'utiliser ces corps cétoniques. Alors, si on regarde ce que ça donne plus précisément dans ces 3 phases. Eh bien, dans la première phase, donc, je vais avoir une tendance quand le taux de glycogène, ce glycogène au niveau du foie diminue, il va y avoir une baisse du glucose sanguin et l'organisme il va essayer de trouver d'autres manières de fournir du glucose. Il va puiser donc, en premier lieu dans les tissus adipeux, donc on va avoir une baisse du tissu adipeux.
Alors, le tissu adipeux, ce n'est pas seulement le gras que vous imaginez sur vos fesses, sur votre ventre ou qui vous embête là, hein, les petites rondeurs qu'on peut avoir, mais il va taper effectivement dans ces réserves-là, mais aussi il va utiliser d'autres tissus adipeux, hein, d'autres réserves lipidiques, notamment les couches isolantes qui sont à la fois sous-cutanées, sous la peau. C'est pour ça que des personnes qui vont être très amaigries, elles ont très froid parce qu'elles ont plus cette couche isolante. La gaine de myéline également qui entoure nos neurones et qui permettent un flux nerveux beaucoup plus rapide. Donc, et également les membranes cellulaires qui sont constituées de phospholipides. On a des lipides qui entourent nos cellules. Et donc, si on puise beaucoup dans nos tissus adipeux, ben, on va aussi perdre ces lipides qui sont dans nos membranes cellulaires. Dans la deuxième phase, et ça, vous voyez que c'est très rapide, hein, c'est 3 à 8 heures. Donc, quand on a des périodes de jeûne qui durent plus de 8 heures, quand on a entre 2 repas, quand ça dure plus de 8 heures, on commence à puiser dans ces tissus adipeux aussi fonctionnels. Dans la deuxième phase, après 8 à 16 heures, là, l'organisme va fabriquer du glucose à partir des muscles et à partir du glycérol. Du coup, on va avoir une baisse de la masse musculaire. Baisse de la masse musculaire, ça veut dire que globalement, si on fait ça souvent, on va avoir un amaigrissement des bras, des cuisses, mais on va avoir aussi un appauvrissement de nos muscles de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, on a des muscles, ce qu'on appelle les abdos, hein, qui servent un petit peu de grillage, si vous voulez, pour retenir, comme on n'a pas d'os devant notre ventre, c'est ce grillage constitué par les abdos qui retiennent les viscères à l'intérieur du ventre et qui font que les viscères elles ne ressortent pas du ventre. Et puis, on a également des muscles qui entourent tout notre tube digestif, hein, notamment les intestins, et qui font des petits mouvements comme ça pour permettre aux selles, notamment, d'avancer progressivement dans les intestins. Tous ces muscles-là, ils vont être un peu atones, ils ne vont plus être toniques, et en plus, ils vont perdre un petit peu de leur performance, et on va en perdre en quantité. La troisième phase du jeûne, donc on l'a dit, là, c'est la fabrication des corps cétoniques à partir du tissu adipeux. On a encore une baisse du tissu adipeux, donc une baisse des réserves, mais aussi des couches isolantes, des gaines de myéline et potentiellement des membranes cellulaires. Et puis, comme on a dit que certaines cellules ne pouvaient pas utiliser ces corps cétoniques, eux, il leur faut encore du glucose, donc on va continuer à puiser dans la masse musculaire pour fabriquer ce glucose pour arriver à les nourrir. Tout ça, ça peut se traduire quand on fait des mesures, moi, quand je suis à cabinet et que je fais des mesures de composition corporelle, j'ai un appareil pour le faire, ce qu'on appelle un impédance-mètre. Vous voyez, là, c'est une mesure qui a été faite chez une patiente qui souffre d'anorexie, qui a un IMC à peu près de 13, 13,5 globalement. Et vous voyez, on voit l'index de masse musculaire, c'est-à-dire la quantité de masse musculaire par rapport à sa taille, qui est très, très faible. L'indice de masse grasse, donc la quantité de masse grasse par rapport à la masse musculaire, qui est très, très faible. Et là, quand on est plus faible que ça, ce n'est pas seulement qu'elle est amaigrie au niveau de ses fesses, de ses cuisses, de ses seins. C'est vraiment la couche, les couches sous-cutanées, la gaine de myéline, tout ça, il n'y a quasiment plus rien. Vous voyez, c'est vraiment dans le rouge. L'index de masse non grasse, c'est tout ce qui n'est pas de la masse grasse. Donc, ça va être quoi? Ça va être la masse musculaire, l'eau, les viscères, les os. Tout ça, vous voyez que c'est très, très faible également. Le contenu minéral osseux, la densité osseuse, oui, les os ne se renouvellent plus, donc c'est très, très bas également. Et puis ça, c'est des indicateurs, l'indice d'activité métabolique, la masse cellulaire active, c'est des indicateurs qui donnent une idée de la vitalité cellulaire. On voit que c'est effondré également. Et enfin, le contenu protéique corporel, ça c'est la quantité de protéines qu'il y a dans le corps. Pareil, qu'on ramène à la taille, et vous voyez que c'est effondré également. Tout est effondré. Ça amène quoi? Ça amène tous les symptômes en fait, qu'on retrouve dans l'anorexie, hein, au niveau de la peau, au niveau des hormones, au niveau des intestins, les fluides corporels. On ne va pas tous les détailler. Alors, je pense que vous les connaissez pour la plupart. Juste tout à l'heure, je vous citais une sainte là, qui s'était mise à jeûner. Et les textes de l'époque disent qu'il y a des cheveux qui lui ont poussé sur tout le corps. C'est ce qu'on appelle le lanugo. Hein, c'est-à-dire que comme cette couche qui est sous la peau, qui est isolante, disparaît, le corps, en fait, pour se protéger, pour essayer de s'isoler du froid, il fabrique en fait comme une couche de petits poils, un petit duvet, un peu comme le duvet des nourrissons. Des fois, il y a des nourrissons, quand ils vont naître, ils ont encore un petit duvet sur la peau. C'est ce qu'on appelle le lanugo. Donc, c'est le cheveu qui lui poussait sur tout le corps, en fait, c'était ce duvet.
Globalement, par rapport à ce que je vous ai dit, ce qu'on va surtout retrouver, donc, en particulier, c'est un ventre gonflé et lourd. Les patients décrivent vraiment ce ventre qui gonfle très facilement. Bah oui, parce que comme on n'a plus ce grillage qui est devant les viscères et qui permet de retenir les viscères, eh bien, en fait, dès qu'elles mangent un peu, et même quand elles ne mangent pas d'ailleurs, bah, les viscères, elles ont tendance à sortir parce que c'est plus un grillage, c'est plutôt un filet, si vous voulez, et ça ne retient plus. Donc, ce ventre gonflé et ce ventre lourd, parce que comme la digestion est très ralentie du fait qu'il n'y a plus tous ces muscles qui retiennent et qui permettent de faire avancer les selles dans les intestins, et bien, du coup, le ventre est effectivement très lourd. Parce que, du coup, les patients leur disent comme mon ventre est gonflé, comme il y a souvent, c'est souvent des zones sur lesquelles il y a beaucoup de focalisation sur le ventre. Je me sens lourd, j'ai le ventre gonflé, donc j'ai grossi, et moins on mange, et moins on mange, et moins il y a de muscles, et moins il y a de muscles, et plus le ventre il sort. Et plus on va se sentir lourd quand on va manger. Et puis l'autre impact très important, c'est au niveau des pensées en boucle. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, dans les lipides, en fait, il y a aussi ces gaines de myéline qui permettent à l'influx nerveux de passer tout au long des neurones et de distribuer l'information dans le corps. Et du coup, bah, ça se fait beaucoup moins. Si on schématise un peu un cerveau c'est un peu compliqué. Si on le schématise un peu en 3 parties, il y a une partie qu'on appelle le tronc cérébral, qui va permettre, son rôle, c'est de contrôler la physiologie, contrôler les mouvements aussi. Globalement, son objectif, c'est la survie de l'organisme. C'est lui qui va contrôler pour la survie, notamment lui qui va régler la température corporelle, qui va régler la pression artérielle, etc. Donc lui, son rôle, c'est de contrôler la physiologie pour que l'organisme puisse survivre. Plutôt au centre du cerveau, on a le cerveau moyen avec le système limbique. Lui, son rôle, c'est de sentir et de donner du sens aussi aux choses, notamment au travers des émotions. Et puis, on a la partie plus en surface, le cortex. Et le cortex, on pense souvent que c'est lui qui contrôle, mais en fait, il ne contrôle pas. Le cortex, lui, il permet de comprendre et il permet de planifier. D'accord ? Et souvent, c'est le cortex qui dit « je veux perdre du poids » ou « si je mange, je risque de prendre du poids ». Donc, il envoie l'info « ne mange pas ». Et vous imaginez bien que dans la cascade au niveau du cerveau, le tronc cérébral qui est responsable de la survie, lui, il va dire « mange, 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 mange » et on va envoyer toutes ces informations. D'où aussi, c'est intéressant quand on revoit les textes, notamment ce que disait le saint, j'ai perdu son nom, qui disait justement toutes ces pensées qu'il pouvait y avoir, ou la tentation du diable, etc. Bah oui, on imagine en fait un cerveau qui est privé de manger, lui, il pense qu'il y a une chose, c'est manger, manger, manger. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Oui, Saint Jérôme, merci. Et ça a été prouvé dans une expérience qui a eu lieu dans les années 50, juste après la guerre, mais elle a été publiée dans les années 50. C'est un médecin américain qui a pris 36 hommes de 20 à 26 ans, c'était des objecteurs de conscience, pas de confiance, mais de conscience, excusez-moi, c'est la fatigue, qui avaient été testés et déclarés en bonne santé physique et psychique. Et il les a observés pendant 3 mois avec une alimentation normale et une activité physique intense. Et ensuite, pendant 6 mois, il leur a mis une alimentation assez restrictive, globalement 50% de leurs besoins énergétiques total sur les jours, chaque jour, en maintenant cette activité physique. Et puis après, il avait prévu 3 mois d'alimentation à volonté et de voir comment ils évoluaient et comment ils récupéraient. Et en fait, ce qui a été observé, c'est dans leur comportement alimentaire, finalement, ces jeunes hommes qui allaient très, très bien, et physiquement et psychiquement avant, ils se sont mis à manger très lentement, à découper leur repas en tout petits morceaux dans l'assiette, à jouer avec les nourritures, à prendre des toutes petites bouchées, à les mastiquer très, très longuement, à manger soit très chaud, soit très époussé, à boire énormément, ce qu'on appelle la potomanie, à mâcher des chewing-gums et à avoir des rituels comme ça très, très complexes autour des repas et de l'alimentation. Ce qu'on retrouve effectivement chez des patients qui souffrent d'anorexie. Ils ont décrit également des pensées très obsessionnelles autour de la nourriture. Il y en a qui se sont mis à collectionner des livres de cuisine. Il y en a qui se sont mis à avoir de l'intérêt à observer les gens manger sans pouvoir manger eux-mêmes. Pareil, des choses qu'on retrouve beaucoup, des comportements qu'on retrouve beaucoup chez les patients qui souffrent d'anorexie. Des difficultés de concentration, bien sûr,
petit, hein, le cerveau il ne fonctionne pas bien, des troubles de mémoire, de l'irritabilité, de la dépression, des pertes, des ressentis affectifs aussi, hein, à se couper de leurs amis, à se couper de leurs proches, de leurs petits amis. Une hyperactivité, donc pour certains, ils faisaient plus d'activités que ce qui leur était demandé alors qu'ils avaient très peu à manger. Et puis, quelques-uns ont développé également des crises de boulimie. Voilà, donc ça, c'est vraiment une expérience qui a permis de comprendre comment, justement, le jeûne, la privation de nourriture, elle pouvait amener à des comportements, très, très proches de ce qu'on peut observer chez les patients souffrant d'anorexie, où on peut se dire que c'est des stratégies pour moins manger et en même temps pas que. C'est aussi la dénutrition qui amène ces stratégies. Alors, pour conclure et pour répondre un peu à notre question, peut-on jeûner religieusement, notamment, c'était un peu le thème de la conférence, si on souffre des TCA? Eh bien, peut-être l'idée, c'est de se demander avant de jeûner, pour qui est-ce que je jeûne vraiment? Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est spirituellement? Ou est-ce que c'est pour une autre raison? Est-ce que c'est pour mon trouble alimentaire ou est-ce que c'est pour ma religion? Et est-ce que la dimension spirituelle, est-ce que c'est plutôt cette dimension spirituelle ou est-ce que c'est plutôt le résultat que je vais pouvoir observer sur la balance ou sur l'estime de moi à la fin de mon jeûne qui me motive à jeûner? Si vous n'êtes pas sûr de vraiment des intentions qui sont derrière votre intention de jeûne, en tout cas, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ce soit plutôt le trouble alimentaire qui ait plus d'influence dans votre décision que ce que vous pouvez penser. Et puis un rappel, hein, je rappelle régulièrement aux patients qui souffrent de troubles alimentaires et qui me disent je veux absolument faire le ramadan. Je leur expliquer que les religieux, elles excluent le jeûne chez les personnes malades et notamment chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Et les troubles des conduites alimentaires sont considérés comme des maladies chroniques dont on guérit avec le temps, je le précise. Alors, en réfléchissant, ce que je propose en général, les discussions qu'on a avec mes patients, c'est de se dire, mais il y a des tas de façons de jeûner peut-être différemment qu'avec la nourriture. Et du coup, souvent, on réfléchit ensemble et se dire finalement, peut-être jeûner de son portable, de moins utiliser son portable. Pour certains, c'est plus dur d'ailleurs que de jeûner de nourriture. Hein. Jeûner de sa voiture, moins utiliser la voiture, en plus, c'est bon pour la planète. Jeûner de passer 1 heure sous la douche, ça aussi, c'est peut-être bon pour la planète aussi. Ça peut être jeûner de nos conflits avec l'entourage, jeûner de râler. Ça peut être aussi jeûner de courir toute la journée, jeûner de se dépêcher, de tout faire, et puis aussi jeûner de dépêcher les autres. J'entendais il n'y a pas très longtemps sur France Inter, je crois, il me disait que la phrase que les enfants entendent le plus depuis leur plus jeune âge, c'est « dépêche-toi ». Peut-être que dans ces périodes un peu de carême ou de ramadan, on peut se dire peut-être qu'on peut gêner, de se dépêcher, et puis de dépêcher nos enfants ou de dépêcher notre famille. Autour du jeûne religieux, il y a aussi beaucoup cette notion de partage. Il y a des tas de façons aussi de partager différemment. Hein. C'est de cuisiner peut-être une part de plus et puis de l'offrir à des personnes démunies. Il y a plein d'associations. À Lyon, on a l'association Maraude, par exemple, qui propose ça. De faire du bénévolat ou de donner des coups de pouce à des voisins ou à la maison de quartier, par exemple. Et puis, de partager de vrais bons moments avec ses proches en étant 100% là avec eux, pleinement là avec eux, et pas à moitié sur notre portable ou à moitié sur à faire autre chose, mais être 100% là avec eux et pour eux peut-être, et pour nous aussi, parce que c'est des moments où on se fait du bien aussi. Et du coup, maintenant, je vous propose qu'on partage autour des TCA et de comment s'en sortir. Alors, je vais arrêter le partage et je vais couper l'enregistrement. Enregistrement.